Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Grande-Bretagne, des milliers de porcs ont été systématiquement abattus. Les autorités ont placé en quarantaine les exploitations d'où serait partie la maladie de la fièvre afteuse. Dans la campagne alentour, les courses de chevaux et la chasse ont été interdites. Sur le front des urgences, accident de la route, suicide ou attentat, depuis 5 ans, le SAMU dispose d'une cellule de psychiatres qui vient en aide à ceux qui sont emmurés dans leur souffrance. Reportage dans cette édition. Les chasseurs veulent faire du bruit dans la campagne des municipales. Près de 10 000 d'entre eux ont manifesté aujourd'hui à Nantes contre la nouvelle loi chasse, quelques heures au moment de la dispersion. Exposition Picasso au musée du jeu de paume, il y est question de sexe et d'érotisme, une matière d'inspiration inépuisable pour celui qui se représentait virilement comme un minotaure. Je vous propose d'ouvrir ce journal avec cette affaire qui touche le monde médical. Après le décès d'une fillette de 3 ans et demi qui avait subi une opération des amygdales à Denain dans le Nord, une enquête judiciaire et administrative a été ouverte. Les résultats de l'autopsie n'ont pas encore été publiés, mais apparemment, il s'agirait d'une mort inexpliquée, voire suspecte, même si l'intervention en elle-même s'est bien déroulée. Fabrice Hauss, Dominique Mas. Pour connaître la cause exacte de la mort de leur fille, les époux Arnaud ont porté plainte pour homicide involontaire. Ainsi, le décès d'Axel, 3 ans et demi, hospitalisé pour une banale ablation des amygdales, sera peut-être élucidé. Le père de la fillette, lui, met en cause le chirurgien responsable de l'opération. Je pense qu'il y a une erreur médicale, étant donné que la deuxième fois, quand il l'a reprise et qu'il nous l'a ramenée, on lui a demandé exactement ce qui était la cause de l'hémorragie. Il nous dit j'ai sectionné une veine ou un vaisseau. Donc à ce moment-là, il y a quand même une erreur médicale. Axel Arnaud avait été admise le 11 janvier dernier dans cette petite clinique de Denain, à 40 km de Lille. Quelques heures après l'opération, la fillette se met à cracher du sang. Nouvelle intervention, puis transfert dans un hôpital lillois. Rien n'y fait, Axel tombe dans le coma et meurt 3 jours plus tard. Pour la direction, les médecins sont hors de cause. Je suis moi-même père de famille. Il n'y a pas pire que la perte d'un enfant, je comprends. Mais enfin, néanmoins, la clinique ne peut pas accepter tous les griefs non fondés, si vous voulez. Pourquoi sont-ils non fondés? Non fondés, je vous dis encore une fois, chacun fait son travail, je pense. Je n'ai pas à juger notre corps médical, en qui j'ai toute confiance. Dans sa quête de la vérité, la famille Arnaud n'est plus seule. L'Agence nationale de l'hospitalisation a ouvert une enquête administrative pour interroger médecins et infirmières de la clinique. Les résultats seront connus lundi. J'en viens maintenant au risque probable de fermeture de la maternité de La Réole, une institution menacée depuis 10 ans déjà, compte tenu du faible taux d'accouchement pratiqué chaque année. De sursis en sursis, la population continue malgré tout de se battre pour que survive cette maternité qui n'entre pas dans le plan de restructuration des hôpitaux. Caroline Pham et Emmanuel Claire. Ici on est bien, ici nous voulons rester. Merci à tous. Encore une fois, ils sont venus défendre la maternité de La Réole. Cela fait 10 ans que la population se bat contre la fermeture de ce service. Cela fait 10 ans que ces mères de famille veulent accoucher ici. L'occupation des locaux est symbolique, mais la détermination est sans faille. Je suis une femme de ce pays et je veux vivre dans ce pays. Et parce que je sais qu'il y a la sécurité dans ce pays et qu'on peut en plus naître en toute sécurité et avec beaucoup de bien-être, je combats pour ce bien-être pour les femmes. En 10 ans, ils ont tout tenté. Campagne d'affichage, manifestations, interruption de réunions, mais aussi projets et tentatives d'explication, comme ici, en 98. Le jour où vous aurez un pépin, si vous n'avez pas de SAMU, vous verrez bien. Des voies de communication, vous irez. Vous ne connaissez pas le secteur, monsieur. Peine perdue, la menace de fermeture se précise, ils y croyaient pourtant. Oui, au début, mais maintenant, j'ai très peur. J'ai vraiment peur, comme tout le monde. En principe, ils arriveront à ce qu'ils voudront, oui. S'ils ont décidé de fermer, moi j'ai bien peur de ça. On en a marre, quoi, des douches coup ça ferme, coup ça ferme pas. C'est justement pour dégoûter les femmes qui sont en début de grossesse. On va dire au monsieur que ça marche pas, ça. Ni le soutien des élus, ni les projets de maternité pilote n'ont suffi, mais tous espèrent encore et sont déterminés à repartir pour 10 ans de lutte s'il le faut.
Tout juste une semaine après l'arrivée des naufragés kurdes sur les côtes de Saint-Raphaël, la rumeur depuis ce matin laissait supposer qu'un cargo battant pavillon panaméen avait à son bord de nombreux clandestins. En réalité, la psychose a été entretenue pendant plusieurs heures, les autorités belges et néerlandaises suivant avec une attention toute particulière le parcours de ce navire qui faisait route vers Amsterdam pour y chercher du charbon. Le ministre de la Justice néerlandais a tenu une conférence de presse à La Haye il y a un peu plus d'une heure et confirme officiellement que ce navire n'a rien de suspect. Ceci nous amène tout naturellement à la situation des réfugiés kurdes qui devraient dès demain rejoindre différents centres d'accueil un peu partout en France. Ils quitteront donc dans les heures qui viennent le camp militaire de Fréjus. L'exemple de ces familles qui sont attendues demain après-midi en Savoie dans un camp de la Croix-Rouge à Modane. Les derniers préparatifs pour recevoir cette centaine d'hommes, de femmes et d'enfants qui devraient y être hébergés pendant les semaines à venir. Sur place, Virginie Fichet et Thierry Monnier. Pour répondre aux premiers besoins, la Croix-Rouge a puisé dans ses réserves. Les équipes se préparent à recevoir une centaine de personnes, essentiellement des familles, dépourvues de tout. On commence par le shampoing. Toi, tu fais brosse à dents et dentifrice, je suppose. Brosse à dents, dentifrice. Il y a 2 ans, en quelques mois, des centaines de réfugiés kosovars avaient transité par Modane. Le centre est donc rodé à l'accueil d'urgence et la solidarité s'organise rapidement. On a eu des gens, pas mal de gens qui nous ont téléphoné ou qui ont laissé des emails pour nous aider. Et puis plein de gens aussi qui veulent nous envoyer du matériel ou alors des vêtements. Habituellement lieu de formation ou de vacances, la structure dispose de 200 lits. Une chambre type, ça c'est une chambre pour 4 personnes, donc avec 2 lits ici, 2 lits en mezzanine. Le début du confort pour des naufragés qui depuis une semaine vivent en dortoir. Les vacanciers sont à peine partis et il ne reste que quelques heures pour tout remettre en ordre, quelques heures pour organiser un séjour dont la principale inconnue est encore la durée. Il est vrai aussi qu'on va quand même essayer de monter des petits points d'animation au niveau des enfants pour qu'ils ne trouvent pas le temps long, qu'ils aient de quoi s'occuper. On va voir aussi au niveau de la scolarisation, ça c'est en liaison avec la sous-préfecture qui devrait s'en occuper. Et on pense que normalement on a déjà des salles de cours à demeure, donc ça éviterait encore une fois de plus de les déplacer. Dès lundi, de nouvelles formalités administratives attendent les arrivants. D'ici là, ils devraient être juste à l'heure demain pour le goûter. Chassés croisés sur les routes pour cette dernière tranche des vacances de février. Dans la vallée de la Tarentaise, d'importants bouchons cet après-midi. 2h30 d'attente et 28 km de voitures au pas à pas à hauteur d'Aigues-Blanches sur la nationale 90. D'autres gros ralentissements en Savoie, l'entrée d'Albertville et près de Chambéry. Les risques de verglas ne sont pas négligeables sur les routes secondaires dans la région Rhône-Alpes. Prudence donc si vous devez prendre le volant. Les équipes du SAMU, particulièrement efficaces lors des accidents de la route, sont assistées depuis 5 ans d'équipes de psychiatres, un tandem indispensable pour tenter de traiter et d'apaiser des souffrances incommensurables, du traumatisme, de la mort violente sur les routes, au suicide ou encore aux victimes d'attentats. Cette structure que l'on connaît peu mérite pourtant toute attention et il est rare qu'une équipe de télévision puisse suivre pendant 3 jours cette cellule d'urgence. Les images que vous allez voir sont particulièrement difficiles. Loïc Delamornay et Yann Moine. 18h, nouvelle alerte pour le SAMU de Lille. Au volant, un spécialiste de la médecine d'urgence et de la conduite rapide. Une petite fille en rentrant de l'école qui a retrouvé son père pendu a priori. Donc elle était chez les voisins pour déclencher les secours. On n'en sait pas plus. À l'arrière, un psychiatre de la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Intégrés au SAMU, ces praticiens prennent en charge les grands traumatisés psychologiques après une catastrophe, un attentat ou un accident collectif. Avec l'aide d'un voisin, cette adolescente de 14 ans a dû décrocher son père qui s'est suicidé pendant qu'elle était à l'école. On essaie d'expliquer, on essaie de mettre un peu du sens à des choses horribles, on essaie de tenter de donner des explications, on essaie de répondre aux questions sur les manœuvres de réanimation, sur le pourquoi, sur le comment. À chaud, c'est comme ça, c'est très très difficile. Seule solution, une psychothérapie à long terme. C'est ce qu'il a proposé à cette adolescente pour lui permettre de vivre avec ce drame. Et c'est ce qu'il fait avec d'autres patients.
Le docteur Ducrot soigne ainsi une femme qui a assisté à une série de morts violentes dans sa famille. Elle raconte les flashs, les cauchemars qui l'ont rendue psychologiquement malade. On a des pulsions, on a envie de rentrer dans les autres voitures. C'est très douloureux, c'est une souffrance terrible que d'avoir cette envie ou de prendre un couteau et de taper sur quelqu'un, ou alors d'être sur le quai du métro et d'avoir envie de pousser les gens. On se dit mais ça y est, je suis bonne pour l'asile. Eux sont en train d'essayer de s'en défendre, donc veulent l'oublier, et nous on leur dit non, non, il ne faut pas oublier, il faut vivre avec. Et pour vivre avec, on va revenir sur l'événement traumatique, on va revenir sur la violence, l'effroi, le sang et les larmes, mais bon, on y revient dans une stratégie thérapeutique. Et pourquoi ça reviendrait? Pourquoi ça... Il a fallu 40 ans à cet ancien combattant d'Algérie pour confier les images odieuses qui l'ont si longtemps obsédé. Bourreau et victime, il a à la fois torturé et subi des actes de torture. À l'heure actuelle, je suis capable d'utiliser un couteau de cuisine ou un couteau de table sans problème. Alors que autrefois, ça m'était impossible de couper de la viande avec un couteau. Hein. Parce que d'emblée, dans votre tête, il y avait le lien entre... Il y avait le poignard que je tenais à la main. Pour, Docteur Ducrot, départ primaire, CUP. Nouvelle urgence, cette fois-ci un crash sur l'autoroute. 5 blessés graves, plusieurs voitures ont percuté une moto qui, dans le choc, a été coupée en deux. Miraculeusement, le motard survivra. Les automobilistes sont hébétés et c'est vers l'un de ceux qui a percuté le motard que se dirige en priorité le psychiatre. Vous avez le droit de vous effondrer, hein? Vous avez le droit de vous effondrer en pleurs dans un coin, vous avez le droit de piquer une crise de nerfs. Enfin non, mais bon, vous avez été confronté à un truc dramatique, hein? Donc faut se l'autoriser aussi à réagir de manière... Bon. Ça, vous allez l'avoir en tête, hein? Parce que vous allez vous dire, et si j'avais pas été là, et si... Libérer la parole sur les lieux mêmes de l'accident. Reconnaître le traumatisme, c'est peut-être éviter qu'il ressurgisse, plus tard, insidieusement. À Paris, en fin de matinée, cette manifestation d'employés de la restauration rapide qui protestent contre leurs conditions de travail. Sur la sellette, McDonald's, mais aussi des entreprises comme Pizza Hut, qui prendraient, selon leurs salariés, une certaine liberté avec la législation. Du coup, ils ont décidé une action unitaire en prenant comme lieu de rendez-vous et comme symbole le McDo du boulevard Saint-Germain, déjà en grève et fermé pendant 2 semaines en décembre dernier. Peggy Leroy, Alain Locaccio. Le McDonald's est fermé, ses salariés sont dans la rue. Boulevard Saint-Germain, ce matin, toute la communauté hamburger était représentée. Quick, McDonald's, Pizza Hut et restaurants de Disneyland. Tous sont venus dire que derrière leur comptoir, ça se passe comme ça. Envie des conditions du travail dignes d'un autre âge, basées sur une forme de gestion par le stress, par les primades, par l'humiliation au quotidien. L'humiliation au quotidien, Sylvie a bien connu ça. Chargée de rédiger les fiches de paye pendant 6 ans, elle réalise un jour que certaines heures supplémentaires ne sont pas payées. Elle relève alors chaque heure oubliée et en juillet dernier, elle faxe ses notes à sa direction et demande des explications. Pas de réponse. En revanche, aux yeux de ses supérieurs, Sylvie avait commis une grave erreur. Selon eux, je n'avais pas à vérifier les fiches de paye des salariés, je n'avais pas à vérifier dans le code du travail s'ils n'avaient pas droit à quelque chose, s'ils avaient 2 jours de congé supplémentaires parce qu'ils avaient un décès ou quelque chose. C'est le genre de choses que je vérifiais, que je leur informais et c'était mes principaux torts. Le travail non payé, une pratique qui semble courante chez McDonald's, comme le montre ce jugement à l'encontre de la société. Selon le rapport d'un inspecteur du travail sur 14 salariés, McDonald's s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé en leur délivrant pendant plusieurs mois des bulletins de paie portant un nombre d'heures de travail minoré. Chez McDonald's, pas de commentaire aujourd'hui. L'entreprise préfère s'exprimer par le biais du syndicat patronal de la restauration rapide. Ce sont des exceptions. Encore une fois, il y a une convention collective que nous négocions avec les partenaires sociaux et l'ensemble de ces dispositions doivent s'appliquer à tout le monde. Dans ces entreprises sans tradition syndicale, les salariés refusent aujourd'hui de voir leurs droits bafoués et le font entendre dans la rue. Les chasseurs s'invitent dans la campagne électorale, bien décidés à se faire entendre. Rassemblement à Bordeaux, mais surtout à Nantes, à 15 jours maintenant des municipales. Ils étaient plusieurs milliers en Loire-Atlantique pour protester contre la nouvelle loi chasse. Quelques échauffourées avec les forces de l'ordre au moment de la dispersion. Le point avec Anne Guéry.
La tenue de chasse était exigée et surtout les pétards. C'est que la démonstration se voulait spectaculaire. Exercice réussi ce matin dans le centre de Nantes. Ils étaient 10 000 chasseurs pour fustiger pêle-mêle l'État, le Parti socialiste, les Verts et les normes européennes. Le détonateur de la colère, cette loi qui désormais restreint les périodes de chasse pour certaines espèces. Aujourd'hui, il n'y a aucune concertation. Tout ce qui s'est passé, le vote de loi s'est passé avec un simili de concertation, il n'y en a pas eu réellement. Et le résultat aujourd'hui, c'est que voilà, ce qui arrive et ce qui va continuer à mon avis. Je demande à ce que l'on respecte les lois d'immigration et de nous laisser chasser en fonction des vraies migrations du gibier et non pas des lois européennes. Ils n'étaient pas à court de munitions. En fin de parcours, c'est à coups de boulons ou de billes en métal qu'ils se sont opposés aux forces de l'ordre. 3 chasseurs ont été interpellés avant la dispersion de la manifestation. Ils étaient moins nombreux à Bordeaux, mais tout aussi déterminés à malmener les rares élus qui avaient osé le déplacement. Vous les récupérez les voix des chasseurs, vous les aurez pas, hein. Non, vous les aurez pas. Vous les aurez pas, hein. Vous n'aurez même pas dû venir, hein. Vous n'aurez même pas dû venir. Vous êtes déplacés. C'est honteux de venir. L'avertissement est clair. À quelques semaines des élections municipales, les chasseurs ont voulu rappeler qu'ils auraient sans doute la rancune tenace dans l'isoloir. Des syndicalistes sud-coréens sur les traces de leur ancien patron, le fondateur de Daewoo en faillite et qui est recherché pour fraude. Qu'il soit en France ou ailleurs, peu importe, ils comptent bien le retrouver. Une traque financée par différents groupes de leur pays. Peggy Leroy, Delphine Detré. Ils n'ont pas perdu de temps. Dès leur arrivée à Roissy, les 3 syndicalistes sud-coréens ont rappelé en chœur le motif de leur voyage. Retrouver cet homme, Kim Won-young, leur ancien patron. Le président fondateur de Daewoo aurait trouvé refuge en France il y a un an, mais on le dit aussi en Allemagne, en Suisse ou encore au Soudan. En tout cas, il a détourné 32 millions de dollars, provoquant ainsi la faillite de Daewoo et le licenciement de 1750 personnes. Yoo Man-myung fait partie des licenciés. Il explique qu'il a peu d'espoir de retrouver Kim Won-young, mais il veut interpeller la justice européenne pour qu'elle l'arrête. Les 3 Sud-Coréens vont être épaulés par des syndicalistes français. L'entraide sociale, comme la fraude financière, est en train de se mondialiser. Pour nous, c'est important aussi de ne pas laisser un patron en France qui est parti avec la caisse, même si c'est un patron d'un autre pays. Ce n'est pas notre conception à nous de la liberté de circulation. Ce matin encore à Incheon, en Corée du Sud, des salariés de Daewoo et des étudiants se sont violemment opposés à la police. La population se révolte. Elle a de plus en plus de mal à comprendre les lenteurs de la justice coréenne. Apparemment, le gouvernement de Kim Dae-jung n'est pas pressé de revoir celui qu'on surnomme déjà en Europe l'Alfred Sirvan coréen. Kim Won-young, avant de s'enfuir, est soupçonné d'avoir corrompu une grande partie de la classe politique. La révolte en Corée du Sud dure depuis 8 jours. En début de semaine, pendant 3 jours, les grévistes de Daewoo se sont battus pour empêcher les brigades anti-émeutes de pénétrer dans leur usine. Mardi, ils se sont fait déloger, mais la tension restera très vive tant que Kim Won-young n'aura pas rendu des comptes à la Corée du Sud. L'inquiétude en Grande-Bretagne, la maladie de la fièvre afteuse est bien réelle. Le gouvernement a décidé l'abattage systématique de milliers de porcs dans ces 8 fermes où la maladie a été formellement identifiée. Dans 6 exploitations, les 2 autres restent suspectes. Je vous rappelle que la fièvre afteuse n'est pas dangereuse pour l'homme, mais elle est très contagieuse pour le bétail, ovin et bovin. Un contrôle vétérinaire a été instauré avec la pratique d'examen systématique des exploitations. La campagne alentour a été placée en quarantaine. Les courses de chevaux et les chasses interdites. Différents zoos ou réserves animalières ont dû fermer leurs portes. L'exemple de ce chasseur qui vit au quotidien dans l'une des régions les plus touchées par l'épidémie, toutes les difficultés occasionnées par ces mesures restrictives. Sur place, notre correspondant Jérôme Bonny. Ce ne sont pas les soucis d'argent qui préoccupent James Buckle, grand propriétaire dans le comté de Suffolk. Non. Comme tous les Britanniques, il n'a qu'une hantise, la progression de l'épidémie de fièvre afteuse. Ce samedi, les chevaux ne quittent pas leur pré, les tenues restent au vestiaire et la meute commence à s'impatienter. Elle ne parcourra pas la campagne à la poursuite d'un renard. La chasse à courre risquerait trop de devenir un vecteur de propagation du virus. Dans tout le pays, nous avons suspendu la chasse, simplement parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Cette maladie est catastrophique. Elle peut se répandre sous toutes les formes. Les mouvements d'animaux et de personnes sont réduits à leur strict minimum. Les sentiers de randonnée sont déserts. Les cavaliers ne s'éloignent pas des routes goudronnées.
Le garde-chasse m'a demandé d'éviter de passer par les champs ou par les fermes pour que la maladie ne s'étende pas. James passe par l'inévitable bac de désinfectant pour gagner son élevage de moutons qui peuvent attraper la maladie. Ses employés limitent leurs déplacements au trajet entre leur domicile et la ferme. Chaque jour, la situation est un peu plus critique pour les professionnels anglais de la viande. Les transporteurs sont au chômage technique. Les marchés au bétail sont fermés. Il n'y a plus rien, plus d'affaires. Les revenus de tous ces gens ont disparu. Demain, James aurait dû monter ses juments pour une course réservée aux chevaux de chasse à courre qu'il a fallu annuler. C'est frustrant pour nous, mais terrifiant pour les fermiers touchés. Alors nous faisons tout notre possible pour les aider. Ce champ de course restera vide, comme beaucoup d'autres en Angleterre. 120 chevaux, 5000 spectateurs venus d'un peu partout dans la région représentent un risque de contamination trop important. Et c'est ainsi que les campagnes anglaises sont paralysées, comme si elles retenaient leur souffle en attendant que l'épidémie de fièvre afteuse soit circonscrite. L'actualité internationale avec l'arrivée au Proche-Orient du secrétaire d'État américain Colin Powell. Après une courte escale en Égypte, il devrait rejoindre Israël ce soir. L'ancien patron de la guerre du Golfe marque là les premiers pas de la politique de l'administration Bush. Claude Sampère. Ce sont ses premiers pas sur la scène internationale. Pour sa première tournée à l'étranger, Colin Powell, le nouveau secrétaire d'État américain, a choisi le Proche-Orient. Un voyage de 4 jours avec comme première étape l'Égypte. Un voyage très attendu après les récents bombardements américains sur l'Irak. Dès son arrivée au Caire, Colin Powell a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères Igor Ivanov. C'est le premier tête-à-tête entre les deux hommes. Devant la presse, ils ont tous les deux parlé d'entretiens positifs et constructifs. Quelques heures plus tard, Colin Powell a rencontré le président égyptien Moubarak. Le secrétaire d'État américain a affirmé que le principal problème de la région se trouvait à Bagdad et que Saddam Hussein représentait une menace pour l'Égypte, le Koweït et l'Arabie saoudite. À Bagdad, au même moment, quelques centaines de manifestants ont défilé en criant des slogans contre les États-Unis et contre celui qu'ils appellent le criminel Colin Powell. Manifestation aujourd'hui également dans les territoires palestiniens, comme ici à Naplouse. Colin Powell sera dès ce soir en Israël, où il va rencontrer Ehud Barak et Ariel Sharon. Demain, il sera à Gaza pour discuter avec Yasser Arafat. Alors que les affrontements israélo-palestiniens se poursuivent, les premières déclarations de Colin Powell sur la relance du processus de paix sont attendues dans la région, avec impatience. De nouvelles violences en Indonésie. Cette fois-ci, elles touchent l'île de Bornéo. Des affrontements ethniques ont fait plus de 200 morts rien que cette semaine. La terreur utilisée comme arme par d'anciens chasseurs de tête et des milliers de réfugiés qui commencent à prendre le chemin de l'exil. Richard Binet. Ils ne sont armés que d'arcs et de flèches et depuis une semaine, ils terrorisent la ville de Sampit dans la partie indonésienne de Bornéo. Ils font partie des tribus Dayak et veulent chasser ceux qu'ils considèrent comme des colons, 25 000 autres Indonésiens issus d'une île voisine, Madura. En une semaine, 210 villageois ont été ainsi massacrés. Ce leader Dayak harangue ses troupes. Jamais il ne vivra avec les Madurais. De toute façon, dit-il, ils partiront de gré ou de force. Et pour l'heure, la terreur imposée par les tribus Dayak fait force de loi. L'armée indonésienne ne contrôle que les abords de la ville et se contente de protéger les Madurais réfugiés dans des établissements publics. 25 000 d'entre eux seraient ainsi pris dans la nasse au centre de l'île, protégés par quelques centaines de soldats. Il nous faut de l'aide. Ma femme et mes enfants sont portés disparus. Moi, je veux partir d'ici le plus vite possible. Le seul moyen de sortir de la ville, c'est le fleuve. Mais il faut s'y rendre. Chaque camion est pris d'assaut, mais à l'arrivée, la déception, un seul bateau. 2000 réfugiés seulement pourront prendre place à bord. Les autres resteront à quai en attendant le prochain navire pour quitter Sampit et son enfer. Le Salvador, touché par un nouveau tremblement de terre, 2 secousses successives dont on ignore pour l'instant l'importance. Selon les premières informations, scène de panique dans la capitale. Il s'agit du 3e séisme en moins d'1 mois et demi.
Politique française, les sorties de Lionel Jospin sur le terrain pour la campagne municipale sont désormais sélectionnées. Le Premier ministre ne voulant pas, comme ces derniers jours, être la cible des différents mouvements de contestation. Ce matin, Lionel Jospin était à Villeneuve-Saint-Georges pour soutenir le ministre de la Recherche, Roger Gérard Schwarzenberg. Suite à présent de notre tournée des villes françaises en campagne, avec ce soir l'exemple de Vichy. Thomas Dandois et Daniel Lévy. À Vichy, l'agitation électorale ne trouble pas vraiment la paix des curistes. Ça reste quand même une ville, une station thermale et une ville de petits vieux quand même. Alors, comme pour contredire ses habitants, le maire sortant place le retour du dynamisme au cœur de son bilan. Vichy était la 3e agglomération d'Auvergne, avec 10 000 habitants de moins que Montluçon. Au dernier recensement, elle est devenue la 2e juste derrière Clermont-Ferrand. Alors je crois que pour le dynamisme, Vichy est une ville dynamique et ça n'est pas, comme certains le prétendent, une ville endormie. Votre ville, madame, excusez-moi de vous le dire les yeux dans les yeux, elle a tout pour réussir, sauf le maire qu'il faut. L'absence supposée de dynamisme, l'avocat Gilbert Collard, invité surprise de cette campagne, le dénonce violemment. C'est un maire bonnet de nuit. Il a jeté une tristesse infinie sur cette ville. À 11 h du soir, les jeunes ne peuvent plus s'amuser. C'est un maire manchot. Il n'a pas créé d'emploi, il n'a pas su dynamiser la ville, et les jeunes partent. Pour donner du mouvement à sa campagne, le candidat socialiste Gérard Charras a choisi sa méthode, le bus. À l'américaine, non ? Ce n'est pas du tout à l'américaine, c'est à la vichysoise. C'est à la vichysoise, nous faisons le tour de Vichy. Une de nos idées, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, de rendre la ville aux citoyens. Eh bien, nous voulons aller au-devant même des citoyens. Les Verts présentent une liste autonome pour la première fois. Pas assez de social, juge-t-il, dans le programme de la gauche vichysoise. On a dans le centre de Vichy des logements insalubres, avec des façades qui sont encore tout à fait acceptables. Et nous, ça nous paraît complètement inacceptable. Une équipe maigretiste sera également présente. En tout, 5 têtes de liste s'affronteront. De quoi susciter un peu d'animation les 11 et 18 mars prochains, juste avant l'arrivée des premiers curistes. Le salon de l'agriculture fermera ses portes demain soir. Au-delà de l'ambiance de déprime qu'ont vécu sur place de nombreux éleveurs victimes de la crise de la vache folle, il reste malgré tout la présence du bétail, la fierté des agriculteurs qui présentaient leurs plus belles bêtes aujourd'hui. Laurent Bailly et Mathieu Drejoux. Voici le fleuron des élevages bovins français, l'élite de 9 millions de têtes de bétail. Charolaises, flamandes, salers et toutes les autres en parade au salon de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est l'heure de recueillir les lauriers car toutes ces bêtes ont été primées au long de la semaine. Je vous demande d'applaudir la performance de Ambiance et défilé rituel donc de vaches laitières et de races à viande sous l'œil curieux du public parisien. Forte impression aussi du côté des taureaux reproducteurs. D'ailleurs ici l'ambiance a été chaude toute la semaine. Si l'occasion se présente, disons qu'il ne la laisserait pas passer, on va dire. La parade dure 3 heures, alors forcément le bétail renacle un peu, certains éleveurs aussi d'ailleurs. Ça devient long, c'est pour les vaches, c'est pas pour moi. Moi je peux attendre, mais bon, une vache, c'est pas un humain. C'est la rançon de la gloire, car pour ces éleveurs, il est très important de décrocher une médaille au salon. Il y a toujours un plus, parce qu'on a connu quand même dans le département, et puis ça donne une valeur à la Montbéliarde. Et pourtant, cette année, le cœur n'y est pas vraiment. Une morosité due, bien sûr, à la chute de 30% de la consommation de bœuf ces derniers mois. Le salon reste une vitrine, donc ils viennent là pour faire voir leurs animaux, mais on sent très bien que derrière, il y a la crise qui est là et que bon, il n'y a pas l'ambiance qu'on aurait pu connaître d'autres années, je pense. Les éleveurs de moutons, eux, n'ont pas ces états d'âme. Cette année, leurs animaux primés n'ont rien à envier aux bovins déprimés. Et de 6 étoiles pour Marc Vera. Ces 2 restaurants obtiennent au guide Michelin les plus hautes récompenses. Le talent et le savoir-faire de ce chef prestigieux qui vit évidemment comme une victoire ce double trophée. Portrait de cet as de la grande cuisine avec Marie-Pierre Samitier. Vous voyez cette montagne? Eh bien maintenant je vous emmène chez moi, à Manigot, derrière. Derrière, ce sont les monts des Aravis, austères, sauvages, qui ont façonné le caractère de ce Savoyard indépendant. Marc Vera a grandi ici, à Manigot, en gardant les moutons. La nature m'a beaucoup aidé, le métier de berger m'a beaucoup aidé pour amener la nature dans l'assiette.
Un grand-père maquignon, une grand-mère paysanne, passionnée par les plantes. C'est elle qui lui a enseigné la sauge, si fragile, la reine des prés, la chicorée ou bien... Tout ce tas d'origan, c'est exceptionnel ça. Différent des autres chefs, franc-tireur, il n'est pas un homme d'affaires. Et l'auberge de l'Éridan, qui compte toujours 3 étoiles pour sa cuisine au guide Michelin, a manqué connaître la faillite il y a 3 ans. Autodidacte, Marc Vera a l'air rustique, mais l'ours en apparence cache un artiste. Raffiné. Vous savez Manu, on a trouvé des achillées ce matin et des origan en sous-bois, c'était une merveille. C'était les dernières, c'est vrai. Alors aujourd'hui, la ferme de mon père, en gagnant 3 étoiles également, couronne la passion d'un chef étonnant. Allez-y. Voilà. Récompensé pour son escalope de foie gras caramélisé aux racines de prime vert. Ou encore pour le mignon de veau à la réglisse sauvage des montagnes. Les montagnes de sa chère Savoie. Vous savez que j'ai toujours dit que Manigo, la Haute-Savoie, c'était le plus beau pays du monde. Mais il faut le dire en chantant. La Mayence un pommier, que ce guingalave, que ce guingalave de C, que ce guingalave de lait, que ce guingalave. Sport avec en Suisse une 2e place pour la skieuse Régine Cavagnou dans la descente dames. La nouvelle championne du monde du Super G s'est classée en 1 minute 27 secondes 41 centièmes derrière l'américaine Kirsten Clark. Cinéma, après le phénoménal succès du Silence des agneaux, des années se sont passées et voilà que Ridley Scott signe la suite des aventures d'Hannibal le cannibale, avec Anthony Hopkins, plus effrayant que jamais, mais cette fois-ci sans la présence de Jodie Foster qui s'est désistée. Françoise Roy. À Paris comme ailleurs, les uns l'espéraient, les autres le craignaient. Mais cette fois, c'est sûr, Hannibal est de retour. Hello. Is this Clarice? Oh, hello, Clarice. Ni le refus du réalisateur du Silence des agneaux, ni celui de Jodie Foster de participer à la suite n'auraient pu empêcher le film de voir le jour, tant l'enjeu était important. C'est du moins ce que pense l'interprète du cannibale le plus raffiné du moment. Il nous reçoit à sa table au petit déjeuner. Le public voulait une suite. Les journalistes, les gens des médias n'arrêtaient pas de me poser la question. Je répondais qui sait, un jour peut-être. Le romancier Thomas Harris a concocté un menu digne d'un 3 étoiles, 2 doigts d'angoisse, une bonne dose d'action, mais il fait surtout la part belle à un Hannibal Lecter en liberté, car c'est lui que le public attend. Your ancestor, Commendatore, hanging beneath these very windows, Francesca de Pazzi. On a related subject, I must confess to you, I'm giving very serious thought. To eating your wife. Nous sommes divertis, fascinés, tout à la fois attirés et repoussés par le côté obscur de l'âme, par l'indicible, qui existe en chacun d'entre nous. Je crois que Lecter, c'est le fantôme de l'opéra, c'est Quasimodo. C'est une vision de l'homme que le destin a condamné aux ténèbres, un destin tragique, pitoyable. Même si ses actes sont terribles. Dommage que cette vision complexe soit au service d'un film prétexte. Un film gore qui montre quand l'autre suggérait, un film convenu quand l'autre parvenait à nous troubler. Qui a dit que la fin, FAIM, justifie les moyens ? Au musée du Jeu de Paume, cette exposition Picasso dont on n'a pas fini de parler. Cette fois-ci, son génie s'exprime autour du sexe et de l'érotisme, une obsession nécessaire qui l'a inspiré toute sa vie durant. Le Minotaure et les femmes, reportage Béatrice Blondeau et Pierre Moscovici. Des lèvres, des bouches, des mains, de la peau, du désir. C'est bien une histoire de désir autant que de peinture qui nous est donnée à voir. 330 œuvres où tour à tour aimer veut dire séduire, posséder, rêver. Picasso érotique, une exposition où l'on peut presque aujourd'hui aller en famille. Car derrière la provocation apparente, il y a l'œuvre d'un artiste, l'œuvre d'un génie.
Je crois qu'on a eu peur très longtemps d'aborder ce noyau très secret et très puissant de l'œuvre, qui est un peu comme un noyau atomique qui rayonne à travers toute la production. C'est plus facile, évidemment, de parler du carré ou de l'angle droit chez Picasso et dans la période cubiste que de parler du sexe féminin, mettons, comme principe organisateur de son œuvre. Le sexe des femmes comme objet de mystère qui fuit sans cesse alors qu'il se dévoile. Des filles de joie rencontrées dans les maisons closes de Barcelone, aux compagnes de Picasso. Les amours de sa vie seront ses muses, elles seront ses inspiratrices. D'un côté, c'est Marie-Thérèse, la blonde, la solaire, la douce, et d'un autre côté, c'est Dora Maar. Et c'est la première fois qu'on peut réunir côte à côte ces deux magnifiques pastels. Picasso aimait à s'imaginer en minotaure puissant et cannibale. Sa virilité, ses fantasmes parfois violents, souvent tendres, ont sans cesse joué un cache-cache déroutant au travers de ses toiles. Pablo Picasso était un peintre espagnol à la fois machiste et féminin. Il nous prouva que les deux étaient conciliables. Ainsi se termine ce journal. Je vous rappelle les deux principales informations. En Grande-Bretagne, des milliers de porcs ont été systématiquement abattus. Les autorités ont placé en quarantaine les exploitations d'où serait partie la maladie de la fièvre afteuse. Dans la campagne alentour, les courses de chevaux et la chasse a été interdite. Les chasseurs veulent faire du bruit dans la campagne des municipales. Près de 10 000 d'entre eux ont manifesté aujourd'hui à Nantes contre la nouvelle loi chasse, quelques heures au moment de la dispersion. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, 20h50, votre magazine Fallait y penser, présenté par Patrick Sébastien. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.